Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, je viens pour une autre histoire, cette histoire me concerne, c'est moi-même qui l'ai vécue. Bon, j'avais peut-être 17, 18, voire 20 ans. Je suis allée en boîte avec ma grande sœur. Nous sommes allés en boîte, nous sommes allés en boîte avec ses copines, tout et tout. Arrivant en boîte, on a dansé, on s'est amusé, tout et tout. Maintenant, vers 4 heures, on était fatigués. On a dit, bon, on va rentrer. C'est comme ça, on décide de rentrer. On était vers lui, les gens qui connaissent lui, à Libreville. Maintenant, en marchant, après, on a traversé en face de Jean Ebory. Il y avait souvent des pirogues garées là. Je ne sais pas si ça existe encore. Donc, c'est comme ça. On marche jusqu'à Gabon Expo là. Quand on traverse, on voit d'abord 3 personnes en blanc. Ah, 3 personnes en blanc, on s'est dit c'est des fantômes. Mais après, quand les gens se sont rapprochés, c'était pas des fantômes. Ils sont allés vers les pirogues là. Donc, ils se sont dirigés à la plage. Quand ils sont arrivés à la plage, ils ont fait des incantations. Excusez-moi, ils ont fait des incantations. J'ai jamais vu ça, mais j'ai dit oui, ça existe. J'ai dit ça existe. Les monstres que nous voyons à la télé, excusez-moi, j'ai vu ça. Comment le monstre là est sorti de l'eau. Comment le monstre là avait 2 têtes. Et comment le monstre là a demandé. Le monstre a demandé que oui, vous voulez quoi? Le monsieur a dit, nous voulons rencontrer la reine de la côte. Nous étions là étonnés. J'ai dit à ma grande soeur, allons-y. Ma grande soeur dit, non, on va d'abord voir, on va voir ce qui se passe. Donc, c'est comme ça que le monstre se retournait dans l'eau. Quand il retourne dans l'eau, la reine de la côte arrive. Une très belle femme. Il n'y a pas de belles femmes comme ça. Il n'y a pas des belles femmes comme ça. Sur terre, là, il n'y a pas. Quand elle sort, elle avait un beau teint noir. Elle était belle. Elle avait des longs cheveux. Le monsieur a parlé avec elle. Oh, c'est les 2 filles là qui veulent la richesse. Vous voulez vraiment la richesse, oui. Elle a fait sortir 2 chaînettes en or. Parce que ça se voyait en distance que c'était en or. Elle a fait sortir 2 chaînettes en or. Elle a donné les 2 chaînettes. Elle a donné une chaînette à l'autre et ainsi aussi à l'autre. Après, quand elle donne les chaînettes aux filles, elle donne aux 2 filles les chaînettes, elle dit, tout ce que vous allez demander, vous demandez tout ce que vous voulez. Vous aurez tout ce que vous voulez. Demandez seulement et ça va venir. Mais en retour, vous allez me donner 6 coupes à chacune, 6 coupes de sang. DMG, moi j'avais même pissé dans mon pantalon. Excusez-moi, j'ai oublié de dire ça. Quand j'ai vu le monstre, j'ai pissé dans mon pantalon. Oui! Je t'ai dit que j'ai jamais vu ça. Des jeunes filles, des belles femmes. Vous cherchez quoi? C'est comme ça qu'elles ont dit oui, il n'y a pas de problème. Mais après un moment, elle a su que nous étions là. Parce qu'à un moment, elle est restée silencieuse. Elle a regardé vers où nous étions. Quand elle a regardé là-bas, nous sommes cachés au mur. Après,
Elle est retournée dans l'eau. Nous aussi, on a continué. On a pris notre taxi. Après, arrivé à la maison, le matin, j'ai dit à maman, regarde, maman, on a vu ça, ça, ça. Elle dit, vous avez même eu la chance, les enfants. C'était pas vous du jour. Elle pouvait vous prendre. Elle ne voulait pas seulement vous prendre. Parce qu'il y a des sirènes, gentilles, il y a des sirènes qui ne sont pas gentilles. Donc, vous avez vraiment eu la chance. C'est depuis ce jour-là, j'ai dit à ma soeur, moi, prendre encore mon corps. Si je pars en boîte, je reste jusqu'au matin. Mais en boîte aussi, il y a des mauvaises choses. Donc, je préfère rester chez moi. Je reste chez moi. Je reste là tranquille, quoi. Donc, je préfère m'amuser là. Si je veux prendre un truc, je vais dans un snack jusqu'à 20h, 21h. Après, je rentre chez moi. Snack bar, c'est tout. Jusqu'à ce que je me suis fixée, je me suis mariée et je suis tranquille, quoi. Bon, merci. Merci à vous. Likez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Allô, bonjour DMG. Bonjour à toute la famille DMG. Ici LG à l'appareil. DMG, je viens pour vous raconter cette histoire qui est en train de se passer maintenant. Ça a commencé il y a longtemps, mais ça continue, cette histoire-là. C'est un monsieur qui était marié à 3 femmes. C'était un instituteur de son état et il a pris 3 femmes. Avec ces 3 femmes, il a eu au total 15 enfants. Et à un certain moment, la vie était devenue difficile pour le monsieur. Il n'arrivait plus à prendre soin correctement de toute sa famille, de sa femme et puis de ses 3 femmes et de ses 15 enfants. La première femme, elle a trouvé que ce mariage ne l'arrangeait plus. Donc, elle a décidé de sortir du mariage. Ceci étant, elle a pris ses enfants et elle est partie. Elle est partie au village, dans son village natal. Elle est partie, elle a commencé à faire des petites activités, à travailler au champ, à vendre un peu pour pouvoir mettre ses enfants à l'école, leur donner à manger et faire les autres besoins. Dans la souffrance de la femme, un jour, elle est allée à une rivière, elle est allée confier le destin de ses enfants à la rivière. Elle a demandé à la rivière de protéger ses enfants, de garder ses enfants, de faire de sorte que ses enfants aient au moins le bac. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de diplôme là. Le dernier des diplômes que ces enfants doivent avoir, ça doit être au moins le bac. Et que tous ces enfants doivent avoir un travail, bon boulot, que ces enfants aient l'argent. Et que les filles qui vont se marier là, que ces filles-là, elles se marient à des grands types, à des gens qui ont de l'argent, qui vont prendre soin de ces filles et puis de leurs enfants, tout et tout. Et que vraiment, que ces enfants, que ces filles-là réussissent, que ces garçons réussissent. Ceci étant, ce que la femme a dit, après tout ça, là, la femme a demandé qu'est-ce qu'on doit donner en retour. En retour, il doit demander de faire un sacrifice de mouton. Elle dit qu'elle a compris, qu'elle va avoir l'argent, elle va venir faire le sacrifice. Comme c'était difficile pour la dame, excusez-moi, ma tête me fait un peu mal, je suis un peu enrhumé. Comme c'était un peu difficile pour la dame, donc elle n'avait pas eu elle n'a pas eu l'argent pour faire le sacrifice. Et le temps passait. Il y a une des filles de la dame qui s'est mariée, elle s'est mariée à un grand type. Le monsieur avait vraiment de l'argent. Il a mis la fille à l'école, la fille qui avait arrêté ses études pour faute de moyens. Il a mis la fille à l'école, elle a eu son BPC, son bac, il a financé, la go a eu son concours et autres. Un jour, son mari dit que, mais toi-même, là, ton concours, là, on te paye combien? La go dit, elle a 300 et 400 000 francs par mois. Il dit, ok, bon, reste à la maison. Moi, je vais te payer. C'est quoi te donne là? Moi, je vais te donner ça chaque fin de mois. Tellement le monsieur aimait la femme et qu'il ne veut pas faire tout. Il y a une aussi qui s'est
mariée à un pasteur. En tout cas, ça allait chez eux. Il y a une aussi qu'elle a eu son mari, elle a eu un mari qui a beaucoup d'argent aussi. Donc, en tout cas, son mari arrivait à prendre soin de sa femme. Mais avant que tout cela n'arrive, la femme est tombée malade. Et c'est quand elle était sur le point de mourir qu'elle s'est rappelée que elle avait fait des promesses, qu'elle avait fait des vœux, des promesses, et puis fait des vœux qu'elle n'a pas exaucé, qu'elle n'a pas encore respecté. Donc elle a dit à son frère que vraiment, voilà telle chose que j'ai fait. Je devais donner un mouton, je n'ai pas encore eu les moyens pour acheter le mouton, c'est pourquoi je suis en train de mourir. Donc si vous voulez me sauver, allez faire ça pour moi. Le temps, ils vont réunir la famille, ils vont faire trouver l'argent, prendre le mouton et aller faire le sacrifice. La femme est déjà morte. Elle est déjà morte. Quand elle est décédée, il a enterré son frère. Lui, il a laissé l'affaire-là comme il a fait cette affaire-là comme ça. Pour lui, c'était déjà fini. La femme est morte, que ça va s'arrêter là. C'est mal connaître les esprits des eaux. C'est mal connaître le génie si je peux m'exprimer ainsi. Au fur et à mesure le temps passe, ses enfants ont commencé à mourir. Elle a eu doctorat. Quand ils ont fait sa soutenance nette, au retour, il y a eu un accident, elle est morte. Il y a celle qui est mariée à un pasteur, elle est tombée malade. Le pasteur, à cause des prières, elle a prié, puis elle a fait 3 ans dans la maladie, elle est morte. Ces garçons aussi, tout le monde a commencé à mourir. Et les gens du village, ils s'y sont réunis, disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que les enfants de la femme là meurent seulement et puis les enfants de ses rivales là ne meurent pas, de sa rivale aussi ne meurent pas? C'est qu'il y a quelque chose. C'est que peut-être que c'est la rivale qui est en train de tuer, qui a tué la femme et en train de tuer ses enfants. Donc, dans nos villages, il y a des gens les villageois sont compliqués. C'est comme ça, ils disent ils ont convoqué la dame, que si elle ne dit pas la vérité, ça veut dire la rivale de la dame. Ils l'ont convoqué, on dit que si elle ne dit pas la vérité, ils vont la mettre dehors, ils vont la chasser du village. Et c'est dans ça, le frère du monsieur s'est rappelé que sa soeur avait dit qu'elle avait fait des promesses quelque part qu'elle n'a pas pu honorer. Et c'est pourquoi elle est morte. Donc, sûrement, c'est à cause de ça que tous ces enfants sont en train de mourir. Et actuellement, il y a un encore qui est mort, un autre. Un garçon, il est instituteur aussi, comme son papa. Il vient de mourir tellement là. Ils vont l'enterrer bientôt. Et on dit qu'après lui, ils ont une soeur là-bas. Elle a beaucoup d'argent aussi avec son mari. Après le monsieur qui est mort là, c'est la soeur là, c'est le tour de la soeur. Mais elle là, on dit qu'elle va à l'église. Et la personne qui m'a raconté l'histoire dit que quand ils vont partir, il dit, est-ce qu'elle va accepter de venir faire le sacrifice pour ne pas que pour arrêter la mort, ou bien elle va dire qu'elle va à l'église, qu'elle ne va pas faire le sacrifice. Donc actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. On ne sait pas aussi si les parents de la dame vont aller faire le sacrifice sans appeler la fille de la dame sous prétexte qu'elle va à l'église, ou bien on ne sait pas. Donc voilà pourquoi j'ai dit que l'affaire continue et que ce n'est pas encore arrêté. Pour la moralité, que chacun tire sa leçon. Je n'ai pas une moralité à donner à proprement dit à cette affaire, mais comme c'est une première fois, en tout cas, désolé si je n'ai pas pu bien raconter comme il le faut, mais soyez indulgents envers moi. Si c'est passer une bonne journée et un autre jour pour une prochaine histoire. C'est ici que je vais vous laisser. Allez, bye bye. C'était LG. Au revoir.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Coucou DMJ, vous allez bien. Merci beaucoup encore à vous DMJ pour ce que vous faites. Et en tout cas, la famille DMJ, là, quand partageant, ça va donner encore de la force à DMG TV. DMG, je tenais à raconter une petite histoire aujourd'hui. C'est ma première fois. Une histoire de ma soeur, ma petite soeur. Et il faut suggérer que je suis waro-béninoise. Et ma soeur, elle a un père béninois. Et oui, donc ma mère, elle vit au Bénin. Donc mes frères et soeurs, nous avons la même mère et non le même père. Donc l'histoire de ma soeur se déroule comme ça. Où elle allait aux examens, elle allait à l'examen 3 fois au BEPC, ça n'a pas marché. 3 fois, ça n'a pas marché. Il faut reconnaître aussi qu'à la même année, quand elle allait à l'examen, on déposait aussi des demandes de visa. Et elle avait eu toujours des refus. Toujours des refus. Pourtant, ses papiers étaient au complet, tout, on ne comprenait rien. Et la 4e année, où elle devait passer l'examen, moi, j'étais à Cotonou, je suis rentrée. Et quand j'arrive à Cotonou, il faut suggérer aussi lorsque ma soeur devait aller tout le temps à l'examen, elle tombait tout le temps malade. Quand la saison des examens arrivait, elle tombait tout le temps malade. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne va pas bien. Mais elle ne se sent pas bien à l'intérieur, en fait. Donc, on reste là. Et ma mère, moi, j'étais même à Cotonou, ma mère disait, ah ouais, c'est pas possible, moi, je ne peux pas m'asseoir là. Et puis, voir mon enfant en train de jouer aux examens. D'autant plus que ses frères et sœurs ne jouent pas. Comment se fait-il qu'elle ne fait que jouer aux examens? Et elle a aussi des refus du visa. C'est pas possible. Donc, ma mère, il a une religion au Bénin qu'on appelle le christianisme céleste. Et ma mère, elle, bon, je ne veux pas dire les christianistes célestes, mais là-bas, on les appelle les chérubins séraphins. Donc, ma mère, elle a dit comme ça un jour, elle disait, ah ouais, elle ne peut pas accepter que son enfant échoue. Donc, elle se lève un jour, elle part voir un visionnaire sur sa paroisse et le visionnaire lui dit que ton enfant paye pour les erreurs de son père. Il a eu à manquer de respect aux gens, surtout un homme de Dieu. Oui, surtout un homme de Dieu. C'est vrai, l'homme de Dieu n'a pas maudit, mais l'homme de Dieu, il a renié l'homme de Dieu, au fait. Donc, du coup, l'homme de Dieu a pleuré. Donc, du coup, c'est ce qui pèse aujourd'hui sur sa fille. Donc, ma mère, pour avoir encore la confirmation, elle va encore sur 2 autres paroisses pour encore faire des visions et c'est pareil qui sort. Et ma maman, elle a pris rendez-vous. Ils ont dit, on lui a dit les travaux qu'elle devait faire tout. Je crois que c'était un mercredi. Elle devait aller faire les travaux à ma soeur. On devait partir faire les bains de purification à ma soeur. Et faut aussi suggérer que 2 semaines avant, elle se sentait pas bien et elle devait encore composer. L'année là, elle devait aussi, en ce temps-là, elle devait passer le BEPC. Elle avait composé. Et en même temps, on avait aussi redéposé encore la demande de visa. Donc, il y avait tout ceci en attente. Donc, on reste là un mercredi. Ma mère et ma soeur, elles partent. Je crois, en tout cas, c'était la nuit où ils sont partis. Ils sont partis la nuit. Je ne sais pas, aux environs de 20h, 21h, je ne sais plus trop. Parce que, bon, en tout cas, c'était un peu loin. Parce que j'étais restée avec mon petit frère seulement. Donc, ma soeur, elle part. On fait des travaux, on lui fait des travaux. Et je pense que ce qu'elle m'avait dit, quand le visionnaire avait fait des travaux, parce que c'était 2 visionnaires qui ont fait des travaux, ils ont lavé tout. Ils ont fait les bains de purification. Et je crois qu'ils avaient déposé des bougies. Et ils ont dit à mon beau-père bon, oui, je vais dire ça à mon beau-père, oui, le mari a, non, bon, en tout cas, un beau-père comme ça. Donc, de rouler sur la voiture, sur les bougies, mais de ne pas regarder derrière. Qu'aucun d'eux ne regarde derrière en allant, quand ils prennent la route, qu'ils ne regardent pas derrière, parce que tout ce qui est mauvais est resté derrière. Donc, c'est comme ça, ils sont rentrés.
Ils ont fait les travaux. Je crois ma soeur, le lendemain, quand c'est arrivé, quand je lui ai demandé, elle m'a dit, ah ouais, grande soeur, j'ai bien dormi. Comme je n'ai jamais dormi de toute ma vie. Je lui ai dit, ok, si tu vas bien, excusez-moi, Dieu merci. Et je crois aux environs de 15 heures, nous sommes là, il y a le consulat qui nous appelle. C'est-à-dire le lendemain de son bain, il y a le consulat qui nous appelle. Il commence à se plaindre pour dire ah ouais, depuis là, vous envoyez vos papiers quand? Ma maman elle reste là, c'est comme elle est étonnée. Elle dit mais attends, c'est pas comme si vous nous avez appelé plusieurs fois et qu'on n'a pas décroché. C'est comme si les gars nous avaient appelé, mais qu'on ne décrochait pas. Donc c'est comme ça. Ma maman elle prend ma soeur, elles vont au consulat, elles vont faire ce qu'il y a à faire. Et Dieu faisant grâce, le dimanche, parce que faut reconnaître aussi qu'au Bénin, les résultats des examens ne sont pas comme ceux d'Abidjan. Je ne sais pas si c'est bon, ceux de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est d'autres pays, mais au Bénin, il faut passer les examens. Quand les résultats sortent, c'est là que tu dois aller faire le sport, je crois. Donc, le dimanche, les résultats devaient sortir. Dieu faisant grâce, ma soeur a vu le BEPC encore. Et ma maman, elle va rendre grâce à Dieu. Parce que si elle ne s'était pas levée, elle était assise et qu'elle attendait, peut-être que son enfant serait encore à la même place. Et la morale de l'histoire, c'est surtout à nos parents. C'est vrai, nous les enfants, nous faisons des erreurs, mais surtout à nos parents. Aujourd'hui, qu'ils fassent vraiment attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, aucun enfant ne doit payer, surtout pour les erreurs de ses parents. Il y a surtout aucun enfant ne doit payer pour les erreurs de ses parents. Donc, surtout à nos parents, qu'ils fassent vraiment attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent et à quelle patte, en tout cas, tout ce qu'ils font. Parce que il y a des enfants, et même la Bible même nous le dit, c'est jusqu'à la 4e génération. Le péché du père ou de la mère, l'enfant, c'est-à-dire la malédiction s'étend jusqu'à la 4e génération. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, likez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonsoir la communauté. Bonsoir DMG. Voilà, je viens vous raconter une histoire. Comme je disais la dernière fois, ça fait 1 an que j'écoute plein d'histoires. Et je me rends compte que finalement, nous tous nous vivons presque les mêmes choses. Forcément, il y a toujours quelqu'un qui a vécu une histoire que peut-être tu as négligée ou que tu as pris à cœur. Mais moi, cette histoire-là, je l'ai vraiment pris à cœur et puis ça a été un grand témoignage dans ma vie. Je ne vais jamais oublier ça. Je vais toujours raconter ça aux gens qui sont intimes avec moi pour faire comprendre aux gens que la sorcellerie existe partout, dans tous les milieux. Voilà, j'étais très jeune parce qu'aujourd'hui j'ai 45 ans. J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Et à 20 ans, on se tape des amis au lycée. Et puis voilà quoi. Donc j'avais rencontré un homme. Et cet homme-là, lui et moi aujourd'hui, on s'est mariés. Nous avons fait 5 enfants et nous vivons ensemble jusqu'à présent. Mais dans notre histoire commence comment? Je le croise au lycée là-bas. C'était un gars, il aimait trop les nanas. Il aimait trop les femmes, il aimait trop les copines. Vraiment comme je vous explique là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il vient me draguer. Donc moi, je l'observe et tout. Je remarque qu'il avait les copines parce que dans toutes les classes, en 6e, 5e, je ne sais pas. Mais j'étais là zen, je le regardais seulement. Après, on s'est mis ensemble. Quand on s'est mis ensemble, la plupart de ses amis qui étaient avec lui ont constaté qu'il avait disparu. Il avait disparu, il n'est parti plus chez elle. Parce que moi, j'avais su le calmer. J'avais vu j'avais tout de suite compris sa bêtise. Je l'avais calmé, tranquille. Maintenant,
Les copines ont commencé à le chercher de gauche à droite. Mais tu es où, tu es où, tu es où? Lui-même seul, hein, lui-même seul, il est parti plaquer les go là. Oh, toi et moi, c'est fini. Oh, toi et moi, c'est fini. Oh, toi et moi, c'est fini. D'autres se sont fâchés, d'autres ont pris ça comme ça. Et puis, voilà. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? Il est parti me présenter à ses parents, à sa mère, précisément. Donc, j'ai commencé à passer des nuits là-bas chez lui. J'ai commencé à passer des nuits. Avant, c'était d'abord dehors, vous voyez un peu l'âge. J'ai commencé à passer des nuits chez lui. On commençait à sortir, aller au cinéma, plein de choses. Maintenant, quand j'ai passé la nuit chez lui, une fois j'étais allée passer la nuit chez lui en cachette. Ses parents ne savaient pas. Donc, je dors la nuit. Profondément, hein, je fais un songe où je vois un gros python qui rentre par la porte de notre chambre pour venir se mettre sur le lit sur lequel je dormais avec mon petit ami. Imaginez-vous un peu la scène là, c'est-à-dire que mettez-vous à ma place, imaginez-vous un peu la scène. Je ne vous fais pas dire la peur que j'avais eue ce jour-là. Le python là était énorme, il était géant, il était gros, grand, long. En fait, il était comme un anaconda. J'avais lancé un cri là. Hein. C'est que quand le gars s'est réveillé, le gars lui-même là, il était même étonné que c'est comment ma chérie, tu cries comme ça. J'ai été effrayée, je me suis mise dans un coin, j'ai sauté du lit avec le drap, j'ai tiré le drap, je me suis mise dans un coin. Lui, il s'est réveillé, il m'a demandé que chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis d'abord calmée. Et quand j'ai crié, là, ses parents ont entendu comment j'ai crié. Hein. Ils sont sortis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était obligé d'expliquer à ses parents que non, j'ai amené ma petite amie chez moi. Elle a crié. Après, on a calmé, tout le monde est reparti dormir. Maintenant, il m'a posé la question que qu'est-ce que tu as vu? Je lui ai dit que non. En fait, la première fois, je m'étais d'abord retenue de lui dire. Parce que quand j'avais réfléchi le matin, quand je suis partie à l'école, au lycée, j'ai passé toute la journée, j'étais traumatisée parce que j'avais réellement vu ce gros serpent-là. Et c'était comme si c'était la réalité. Donc moi, je me suis dit que c'était son serpent à lui qui voulait venir se mettre au milieu de nous, qui voulait dormir avec nous. J'ai peut-être fait un mois comme ça, je ne partais pas dormir chez lui, j'avais peur. Il ne faisait que me supplier tous les jours, que mais allons à la maison, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me fuis? J'ai dit non, j'ai trouvé des raisons. Après, j'ai plus mon courage à demain, je me suis dit non, je vais y aller quand même encore essayer. Peut-être que c'était juste un cauchemar. Quand je repars, on dort tranquille, tranquille. La nuit vers les 5 h du matin, c'était lui, 5 h du matin. Je rêve encore, le même python revient. Cette fois-ci, dans le rêve, j'étais figée. Il est rentré et quand il est rentré dans la chambre, il est venu se mettre sur mon petit ami. Mon petit ami dormait profondément. Il est venu se mettre sur mon petit ami. Mon petit ami n'était même pas dérangé, il dormait. Des choses mystiques en fait. Après, je n'ai pas pu supporter, j'ai encore crié. Non, j'ai lancé un cri là. Non, j'ai failli tomber dans les pommes même, le cri que j'avais lancé là. Le serpent encore disparu, il est reparti. Les parents se sont encore réveillés. Mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. C'est comme ça que sa mère a commencé à me traiter de sorcière. Elle dit non, elle a commencé à parler avec mon petit ami que non, ta petite amie là, moi je comprends pas, c'est une sorcière. Pourquoi à chaque fois qu'elle vient ici, elle vient crier, elle dit qu'elle raconte des choses, moi je ne sais pas. Donc, après mon petit ami m'a demandé, je lui ai dit cette fois-ci la vérité que non, j'ai vu un python. Il m'a dit explique-moi bien. Je l'ai expliqué, j'ai expliqué. On était déjà parti dehors, hein. On était assis au bar. Je l'ai expliqué, je ne voulais pas parler dans la maison. Le gars était là, il me regardait. En fait, il ne savait même pas quoi dire. Sûrement, il me prenait pour une dingue. Mais pourtant, c'était la vérité. Parce que lui-même, il ne voyait pas ça. Mais moi, j'étais venue voir ça. Parce que j'ai la tête ouverte de nature. C'est comme ça que sa mère a commencé à me voir bizarre dans la maison. Elle a commencé même, je ne sais pas quoi. S'il faut même le dire, elle a commencé à me détester. Donc, les années sont passées, On rêve, je rêvais toujours le python là, mais je ne sais pas. Je négligeais, je me disais que non, je ne sais pas. Ou bien le python là m'avait embobiné pour que je n'en parle pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme si j'étais déjà habituée à vivre aussi avec lui. C'est comme ça que j'avais remarqué que je ne faisais pas d'enfant. Et je ne faisais pas d'enfant, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je contractais une grossesse,
Dès que j'ai 1 mois de grossesse ou 2 mois, le fœtus sortait. À chaque fois que j'avais un retard, le fœtus sortait parce que mon petit ami commençait à me demander que mais il faut qu'on fasse déjà un enfant. J'avais déjà 22 ans. Tout le temps. Et lui-même, il voyait comment les retards sortaient. Je l'expliquais. À un moment donné, il pensait que j'avortais, que je ne l'aimais pas, que je ne voulais pas faire d'enfant. Je lui ai dit que non, ce n'est pas de ma faute. Je ne comprends pas pourquoi, dès que j'ai 1 mois, 2 mois, le retard sort. C'est comme ça que, quand j'ai vu ça, j'ai expliqué ça à une amie, une cousine. La cousine m'a dit que non, il faut qu'on parte à l'église. Je dis, bon, comme tu me demandes d'aller à l'église, elle me dit que non, je peux dans une église, là, je vais t'accompagner, je vais t'amener là-bas. Il y a une veillée de prière, on va l'assister. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on y va. On est parti. Donc, quand j'arrive là-bas à la veillée de prière, je n'avais pas amené mon petit ami parce que je le soupçonnais même. Je le soupçonnais. Parce que quand je partais chez eux, c'était une famille aisée. C'était une famille aisée, ils étaient riches, vraiment, ils avaient beaucoup d'argent, ils étaient bien, ils avaient des voitures chez eux, vraiment une famille aisée, comme je vous explique. Et lui ne manquait jamais d'argent, malgré qu'il ne travaillait pas, il me gâtait, il m'offrait des cadeaux, des gros cadeaux qu'un enfant de son âge ne pouvait pas offrir à une fille. Donc moi, je le soupçonnais. Je me suis même dit que peut-être qu'il avait un portefeuille magique ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est comme ça qu'on est parti à l'église. Dès que je suis rentrée à l'église, le pasteur était en train de prêcher la parole. Dès que je suis rentrée, il m'a vu. Il s'est arrêté. Donc, il avait déjà vu ce qui se passait. Je suis allée m'asseoir au coin. Après la fin du culte, il m'a appelé. Il m'a dit, madame, je voulais déjà partir. Hein. Il m'a dit, madame, venez. Je suis venue, je me suis assise. Il m'a dit, qui t'a amené ici? J'ai dit non, c'est ma copine, j'ai montré. Ah, c'est toi qui l'as amené ici, ok. Il m'a dit non, je te vois avec... on t'a placé un piège sur le ventre. Le piège là, c'est quoi? Il m'a dit que non, c'est un python qui mange tes enfants. Je ne croyais pas. Je me suis dit que non, les pasteurs là, parfois ils racontent des histoires ou tout. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut le croire? Il était sérieux. Il m'a dit que non, on t'a placé un piège sur le ventre. Tu as un endroit où il ne faut pas que tu sois. Et tu es en train de subir quelque chose qui ne t'était pas destiné. Je lui ai dit comment ça? Il me dit non, tu vas souvent dormir dans une maison. La maison là, dans laquelle tu vas dormir, là, ils ont un python là-bas, ils ont un serpent là-bas. C'est le serpent là qui les donne l'argent, qui les fait ceci. J'ai commencé à comprendre que le pasteur ne mentait pas parce que je rêvais souvent le python là. Et puis j'avais constaté qu'à chaque fois que j'avais un retard, le retard là venait à sortir après 2 mois. Sérieusement, hein, je faisais bien l'échographie, je vois bien, je suis en train de mais le retard sort. Le monsieur me dit non, que c'est le python là qui mange, qui vient sucer le sang de tes enfants. C'est lui qui mange tes enfants. Après, il m'a dit on va prier pour toi. Il a appelé tous les autres pasteurs qui étaient dans la salle. Ils ont prié pour moi, ils ont prié. Ils m'ont fait une délivrance vraiment. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est moi-même, j'étais étonnée. J'étais assise sur la chaise. Ils ont mis les mains sur moi, ils m'ont mis l'huile d'onction. Ils m'ont presque déshabillé, ils m'ont foutu l'huile d'onction autour des reins. Ils m'ont dit que c'est fini. Ce qu'on a fait là, le python ne pourra plus rien faire. Et quand je repars à la maison, je redors avec mon type là, tranquille. Je recontracte encore une autre grossesse. Après la grossesse là, ce n'est plus sorti. La grossesse est restée dans le ventre. C'est comme ça maintenant qu'une fois je dors la nuit. Je dors la nuit. Je me lève, je fais un songe où la mère de mon mari est venue me menacer dans le rêve. Elle a commencé à me poser la question tranquillement, doucement que comment tu as fait? Elle me regardait, je l'ai regardée. Après, je lui ai posé la question mais qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit non, comment tu as fait pour tomber enceinte? Pour que ta grossesse arrive jusqu'à 4 mois. Parce qu'avant, ça sortait. Je lui ai dit que bon, je ne sais pas, moi. Après, je lui ai dit que non, en fait, je suis allée à l'église. Je l'ai expliqué ça dans le songe, que je suis allée à l'église. Après, elle m'a dit, ok, donc c'est à l'église que tu es partie. J'ai dit, oui, c'est à l'église que je suis partie me protéger. Et puis, parce que je perdais les enfants, toi-même, tu sais, je ne te l'ai pas caché. Je faisais des fausses couches, en fait. Elle m'a dit, ok, d'accord, j'ai compris.
C'est comme ça que quand je me réveille, c'est un songe que je fais. Donc, en fait, je ne comprenais pas que c'était elle qui faisait ça. C'était elle qui faisait ça. Donc, je suis partie accoucher. Quand je vais accoucher, 9 mois sont, je suis arrivée à terme. Je vais accoucher. Quand je vais accoucher là, l'enfant a failli mourir. Jusqu'à j'avais des pompes pour accoucher. Elle voulait même venir prendre l'enfant. Mais tout s'est bien passé. Vraiment, les médecins sont sortis. On ne comprenait pas. Les gens sont rentrés en prière. J'ai accouché. Mais on a pris l'enfant, on a mis l'enfant dans la... On a réanimé l'enfant parce que l'enfant était déjà étouffé. L'enfant a failli mourir. Moins un enfant mourait. Je ne comprenais pas. Après, je suis sortie de l'hôpital. Quand je sors de l'hôpital, mon mari, mon type là me dit que non. Comme tu viens de me faire un enfant, moi, toi et moi, on va se marier. Ah bon? On se marie déjà? Il me dit oui, on va se marier. Tu m'as fait un beau bébé, voilà, et tout ça. Là, je vais expliquer à mes parents. Quand elle est allée dire ça à ses parents, je vous jure que toutes les colères de sa mère sont tombées sur moi. Elle me détestait maintenant dans la maison. Quand j'arrive, elle faisait semblant de rire avec moi, mais elle me détestait maintenant. Moi, je ne comprenais pas, mais j'ai laissé tomber, ce n'était pas mon problème. Maintenant, je remarque que le monsieur ne fait que renvoyer maintenant le mariage. On a renvoyé le mariage là pendant 10 ans. Ce que je vous raconte là, on a renvoyé le mariage là pendant 10 ans. On ne faisait que renvoyer, on va se marier l'année prochaine. On renvoie. Et pendant les 10 ans là, je ne fais qu'accoucher. Je ne fais qu'accoucher jusqu'à ce que je me suis retrouvée avec 4 enfants de lui. On était là, on vivait toujours. Le mariage toujours renvoyé. Donc c'était mystique. Voilà comment un matin, je croise encore une autre amie. L'amie là, malheureusement, elle m'a amenée chez un tradipraticien. Elle me dit que non, on va partir chez un tradipraticien parce que je ne comprends pas pourquoi ton mari renvoie le mariage là toutes ces années. J'étais même découragée, j'ai dit non, ça va. Elle m'a dit non, allons, c'est rien, tu ne vas pas là-bas pour tuer quelqu'un, tu vas juste lancer les courriers, tu vas demander, tu vas chercher à savoir. Elle m'a dit quelqu'un ne peut pas rester comme ça, il faut toujours piocher dans ta vie. Peut-être que quelqu'un est dans cette histoire-là. Allons, elle ne faisait que me dire ça tous les jours, à chaque fois qu'on se retrouvait. Elle me parlait toujours de ça, Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, bon, allons. Donc, elle connaissait quelqu'un, un marabout, un Sud-Africain, qui ne s'amusait pas. Elle m'a amené chez lui, elle me l'a présenté que non, voilà, ça c'est ma copine. Je veux que tu pioches un peu dans sa vie parce que, oh, le gars a crié. Le gars a dit, mon Dieu. Mais là où tu habites là-bas, tu as l'habitude de rêver les serpents. J'ai dit oui depuis des années que je suis avec moi. Il me dit, mais c'est ta belle-mère? Il me dit, c'est ta belle-mère. Il me dit que si tu ne vas pas à l'église, comme tu es venu ici, c'est bien. En tout cas, on va essayer de voir de quel côté tu vas arranger ça. Mais il m'a dit que si tu ne te lèves pas, tu ne vas jamais te marier. Parce que c'est son mari de lui. Comment ça? Il me dit que oui. Quand elle rentre souvent dans la porte, quand tu vois souvent le serpent la rentre dans la porte là, elle rentre souvent dans la chambre pour aller faire l'amour avec son fils. C'est sa femme de nuit. Mais le fils ne sait pas. Le fils ne sait pas. C'est pourquoi il est volage comme ça. Il aime trop les femmes dehors. Mais lui-même, il ne sait pas. Comment ça? Le gars m'a dit que même tu n'as pas remarqué que tu perdais souvent les enfants. J'ai dit si. J'ai dit mais comment tu as su? Il m'a dit que oh, mais je vois ça. Je vois. Il m'a expliqué que c'est mon travail. Je vois ça sur le miroir. Il m'a dit que mais je ne sais pas comment tu as fait pour résister, mais tu es vraiment fort, tu as un esprit fort. Parce que depuis, tu serais déjà même morte. Il m'a dit que non, le serpent là, vraiment t'a fait souffrir. Le serpent là a mangé trop tes enfants. Il m'a dit que c'est un serpent qui garde dans leur maison. Le serpent là leur fournit de l'argent et la richesse. Donc, il faut nourrir le serpent. Donc, le serpent a l'habitude de faire l'amour même à ses soeurs. Même à lui-même, le serpent là, les touche tous dans la maison. Mais, comme toi, tu es venu là, le serpent ne peut plus bien rentrer dans la maison, dans la chambre du gars. C'est pourquoi la maman a souvent des collègues bizarres. Tu ne vas pas remarquer là les collègues bizarres. Oui, si. Il me dit, mais c'est elle qui fait ça. Maintenant, je lui dis que, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit qu'il n'essaye même pas de dire ça à son fils. Si tu dis ça à son fils va dire que tu veux venir le séparer de sa mère. Ne dis même pas ça. Il m'a dit que garde ça pour toi, mais on va régler le problème de la femme là. Il m'a dit non, je vais te donner quelque chose que tu vas faire. Il me dit que la nuit, elle va venir ce soir-là même. Je la vois là, elle va venir ce soir. Elle va rentrer encore dans la chambre pour vouloir venir faire l'amour encore avec ton mari. Et c'est à cause de ça que ton mari repousse le mariage. Il ne peut pas se marier avec toi parce qu'il a déjà la femme mystiquement.
Donc, toi, tu devais seulement rester là pour faire les enfants. Après, un matin, vous devez vous séparer. Je tremblais, tout le corps, je tremblais. Ma copine était dehors, elle ne savait même pas ce qui s'est passé. J'ai dit au marabout là qu'il ne faut pas expliquer ça à ma copine parce que je ne voulais pas qu'elle sache. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Après, il m'a dit non, je vais te donner une amulette. Tu vas aller dormir avec ça la nuit. La nuit, quand elle va rentrer dans la chambre, tu la verras. Et demain, tu reviens me dire ce qui va se passer. J'ai pris l'amulette. Il m'a dit que non, quand tu arrives à la maison, n'ouvre pas. Il m'a dit, venez pas ouvrir. Il a mis ça dans un tissu. Il avait enveloppé ça dans un tissu. Même là, je prenais un risque. Parce que je me suis dit que si je veux ouvrir ça, j'amène ça dans ma maison. Est-ce que je ne vais pas mourir? Il m'a dit, non, prends seulement, amène. Je sais ce que je fais. Je vais la piéger. Ce soir-là, tu vas l'attraper. Parce que quand elle vient souvent dans votre chambre là-bas, elle vient toujours en cachette. Parce que toi, tu ne vampes pas. Tu ne la vois pas. Ton mari aussi ne vampe pas. Vous ne la voyez pas. Mais c'est elle qui vampe seule dans la maison. D'accord. J'ai pris la minette, je suis rentrée. Ma copine m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à ma copine que non, c'est une histoire vraiment, c'est mystique. Voilà, je n'ai pas tout dit. Parce que je me suis dit qu'elle devait même amener ça partout chez les autres amis. Et ça devait arriver peut-être aux oreilles de la belle-mère. J'ai caché ça pour moi. Plus que la pauvre, je n'ai même pas dit ça à mon mari. Je suis venue, je fais comme si rien n'était. Je suis rentrée dans la chambre. Il m'a dit que quand tu arrives, la nuit, tu mets ça sous le lit. Il m'a dit, tu vois le matelas sur lequel vous dormez là. Il m'a dit que tu mets ça là-bas en bas. Il m'a dit que quand elle va venir la nuit là, tu vas l'attraper. Ce qui va se passer cette nuit là, c'est là où elle va arrêter sa sorcellerie là. Je suis venue, j'ai guetté mon mari. Quand mon mari est allé à la douche, j'ai pris la minette en question, j'ai mis ça sous le lit, comme il m'a dit. Il m'a dit qu'il ne met pas ça de son côté, mets ça de ton côté, sous ton thé de riz, là où tu poses la tête. Tu mets ça là-bas. D'accord. J'ai déposé ça là. Après, en même temps que je suis venue, j'ai encore fait ma prière. Toujours dans la prière, je dis, Seigneur, tu as dit, aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai dit, regarde comment je suis obligée d'aller chez l'interdit pâtissier. Je ne sais même pas que fait-il faire. Tout ça pour chercher la vie. Seigneur, vraiment protège-moi. Mais regarde ce que j'ai amené là. Que ta volonté soit faite. J'ai dormi. Quand je dors, sincèrement, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, je me suis levée, je me suis retrouvée dans une forêt. Je me suis retrouvée dans une forêt dense, une forêt équatoriale, où je ne sais pas comment j'ai apparu dans la forêt. Mais j'ai constaté qu'il y avait une femme qui me poursuivait. La femme là était habillée en noir, elle avait le voile jusqu'à la tête. Je ne voyais pas son visage, mais elle était en train de me poursuivre avec une sagaie. Elle me poursuit. Donc, quand je suis arrivée dans la forêt, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis mise à courir. Donc, j'étais en train de fuir la dame. Je courais. Je ne faisais que courir. Je vous jure que la forêt était dense. Il fallait vraiment écarter de l'herbe pour fuir, pour courir. Je m'inquiétais même des serpents. Je ne sais même pas où j'étais. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai même pas une boussole. Je ne sais même pas dans quelle forêt je me trouve. Mais tout ce que je sais, c'est que j'étais en train de courir. Je fuyais la dame. Après, quand je courais, j'ai peut-être couru pendant 2 heures. J'étais essoufflée, fatiguée. Je me suis arrêtée. En fait, c'était fait à dessein. Je me suis arrêtée. Je me suis accroupie. J'ai failli même m'allonger par terre. Après, j'ai vu, elle est arrivée, elle m'a rattrapée. Quand elle est venue, un esprit m'a dit, lève-toi, va l'arracher le voile et quand tu la verras, elle ne va plus jamais faire ce qu'elle fait là. Donc, elle a voulu me lancer la sagaie. Quand elle m'a vu que je me suis levée, elle a constaté que je n'ai plus fui. Donc, d'après elle, elle se disait que je la fouillais toujours. Voilà, donc je me suis arrêtée. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question que qui es-tu? Pourquoi tu me poursuis depuis? Je ne sais pas, tu me poursuis pourquoi? Je te dois quelque chose. Elle me dit maintenant, en fait, elle ne m'a pas d'abord répondu. Elle était aussi essoufflée, elle me regardait, elle respirait vraiment d'un air, elle était énervée. Elle avait une haine envers moi. Où elle s'est mise pour me lancer la sagaie. Quand elle a lancé la sagaie, je me suis accroupie. La sagaie est passée, c'est allée s'accrocher sur l'arbre. Donc elle n'avait plus de sagaie. Maintenant, moi, j'ai tiré la sagaie. Je me suis positionnée aussi pour lui rendre maintenant ça comme un retour à l'envoyé. Je lui ai dit que si tu bouges, je t'enfonce la sagaie là. Parce que toi, tu m'as raté, mais moi, je ne vais pas te rater. Donc, elle est restée debout.
Après, j'ai pris la sagaie. J'ai attrapé la sagaie par le bout. Je suis partie, j'ai tiré son voile. J'ai tiré son voile, je regarde comme ça. C'est ma belle-mère. Je n'arrivais pas à croire. Je lui ai dit que c'est toi qui me poursuis depuis là. Elle s'est maintenant mise à pleurer. Elle me dit, tu es venu m'arracher mon mari. J'ai dit, mais pourquoi tu me poursuis depuis? Elle m'a répondu. Elle me dit que non, il y a des années, tu me voles mon mari. J'ai dit que ton mari, c'est qui? J'ai dit que mais tu es ma belle-mère, je ne peux pas voler ton mari. Moi, je ne sors pas avec mon beau-père. Elle me dit non, je ne parle pas de lui. Je parle de mon fils. Tu ne sais pas que c'est mon mari. Tu es venu m'arracher mon mari depuis là, je n'arrive plus à bien rentrer dans la chambre, à faire ce que je faisais avant. Tu me gênes, tu me déranges. J'ai été étonnée, hébétée. J'ai dit quoi? Mais je n'arrivais pas à croire ce que mes oreilles entendaient. J'ai dit quoi? Mon mari qui est ton fils, c'est ton mari? Elle me dit oui, c'est mon mari. Avant j'étais à l'aise. C'est pourquoi il ne durait pas avec les femmes. Il faisait quand il sort d'une famille, il se sépare. C'était moi qui faisais tout ça. Et quand je rentrais dans sa chambre, je venais faire l'amour avec lui. Lui, il ne sait pas. Donc depuis que tu es arrivé, je me suis dit que tu allais partir comme les autres, mais tu es resté. Tu as fait les enfants. Et j'ai mangé tes enfants, j'ai mangé tes enfants. Malgré ça, tu t'es pas découragé, tu es resté. Jusqu'à présent. Et tu es parti, tu as pu faire même les enfants. Je t'avais bloqué pour que tu ne fasses pas les enfants, pour que tu te décourages, pour que tu te sépares de lui. Mais tu as tout fait, tu es parti mettre des barrières jusqu'à tu as fait les enfants. Mais elle a vidé son cœur, elle a vidé son cœur. Moi, j'étais là debout comme ça avec la sagaie. J'ai été étonnée, découragée. Je ne sais même pas quel mot vous dire. Venant de ma belle-mère, celle avec qui je parlais tous les jours, tous les matins, on se croisait à la cuisine. Tous les matins, tous les midis, je montais dans sa voiture, elle m'accompagnait, me déposait à l'école, parfois elle venait me chercher au lycée. Elle m'accompagnait faire des courses, on partait faire les courses ensemble. Et tout, je me dis que mon Dieu, donc c'est toi qui faisais tout ça. Non, c'est toi qui retarde même mon mariage. Elle m'a dit oui, tu veux te marier avec lui, pourquoi? Tu ne dois pas te marier avec lui. Je lui ai dit que mais c'est fini là. Lui et moi, on va bientôt se marier. Je lui ai dit que ça y est, je t'ai vu, j'ai déjà découvert ton secret. Et c'est comme ça que je l'ai menacée dans le rêve. Elle voulait venir encore maintenant m'attaquer. J'ai pris la sagaie. Je me suis positionnée pour la lui lancer. Et j'avais calculé son cœur, sa poitrine. Je lui ai dit que si tu bouges, je te tue. Je lui ai dit si tu bouges, je te tue sans pitié. Parce que tu m'as fait souffrir pendant des années. J'ai dit tu vas mourir ici. Et elle savait que ce que je lui disais là, c'était vrai. Elle avait vu ma rage, mon visage, mes yeux, comment je la regardais dans le rêve. Je lui ai dit que si tu t'amuses avec moi, je vais te tuer. C'est comme ça qu'elle s'est assise par terre. Elle n'avait plus que ses yeux que pour pleurer. Elle a pleuré, 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 pleuré. C'est comme ça que je lui ai dit que non, on repart au village. On repart à la maison. Mais je lui ai dit que si tu t'amuses à faire l'erreur de venir encore recommencer ce que tu fais là, je lui ai dit que je te tue. Je vais te tuer. Est-ce que tu as compris? Elle a caissé de la tête. Elle a dit oui, j'ai compris. Mais elle ne faisait que pleurer parce qu'elle avait compris qu'elle avait raté son coup. Qu'elle ne pouvait plus, que je l'avais découvert. Elle m'avait fait ça pendant des années. Elle m'avait fait ça pendant des années. C'est comme ça que quand je sors du rêve, quand on se sépare dans la forêt, je retrouve maintenant le chemin pour repartir à la maison. Après, quand je me lève, c'était le rêve. C'était un rêve. L'amulette en question que j'avais mis sur le thé d'oreiller, le marabout m'avait dit que va, tu mets ça sur le thé d'oreiller. Quand elle va venir le soir, tu la verras et puis vous allez vous parler. Il faut qu'elle arrête ce qu'elle fait. Et ça s'était passé comme le marabout m'avait dit. C'est comme ça que le matin, je me suis levée. Je regarde le téléphone, la montre, je vois, il est 5 heures. Mon mari dormait vraiment à point fermé. Après, j'ai d'abord attendu qu'il se lève. Quand il s'est levé, il a pris sa douche et il est sorti. Je suis restée derrière, j'ai enlevé l'amulette en question. J'ai remis ça dans le sac, j'ai ramené ça chez le marabout. Parce que le marabout m'a dit que tout ce que tu verras la nuit, tu me ramènes ça le matin vers les 10h, 11h ou au plus tard à midi 15h. Donc j'ai fait textuellement ce qu'il m'a dit. Quand je suis repartie, il a récupéré son amulette. Il m'a dit que tu n'as pas ouvert. J'ai dit non, je n'ai pas ouvert. Il me dit d'accord. Il a récupéré son amulette, il a rangé ça.
Après, il m'a dit, dis-moi ce que tu as vu. Je l'ai expliqué. Il m'a dit que voilà, c'est ce qui se passait depuis des années. C'est elle qui te bloque le mariage, c'est elle qui fait tout. Il m'a dit que maintenant que tu l'as vu, que tu l'as menacé de la tuer, parce que même là, tu as été gentil dans le rêve. Si c'était d'autres personnes, elle serait morte. Il m'a dit que mais tu l'as donné une chance de se réconcilier avec ton mari et toi. Tu es vraiment une fille gentille. Il m'a dit que maintenant, tu verras comment tu vas te marier avec ton mari. Mais c'est notre secret, ne dis jamais ça à ton mari. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais garder ce secret. Donc jusqu'à présent, là, je n'ai jamais raconté ça à mon mari, ce qui s'est passé. Sauf que ma belle-mère, elle est décédée. Ça fait 3 ans qu'elle est partie. C'était notre secret à nous, même elle connaît où elle et moi on s'était retrouvés. Voilà, c'était un peu ça pour dire aux hommes que quand vous voyez vos mères vous collent dans les maisons, vos mères sont là, vous faites des femmes en femmes, vous changez des femmes, vous ne mariez pas, vous restez dans les maisons familiales pendant des années. Sachez que parfois c'est pas simple. Ce sont vos propres parents, soit vos pères, soit vos mères qui vous font ça. Donc il faut toujours piocher dans sa vie, il faut toujours chercher à aller à l'église, aller faire des prières. Il faut toujours prier pour briser tout ça là. Parce que quand on vit avec les gens, ce sont nos propres parents, malheureusement, qui nous font du mal dans les maisons. Allez, bonne soirée s'il fait soir, bonne journée s'il fait jour. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour les dames, j'espère que chacune de nous se porte bien de son côté. En fait, mon voice, c'est une sorte de sensibilisation pour une fois de plus attirer l'attention de nous les mamans envers nos enfants. Parce que la scène que j'ai vécue dans mon école, il y a depuis 2 jours aujourd'hui, si je n'étais pas présente, j'allais dire que peut-être ce sont des mensonges ou que, comme d'habitude, sont les choses de Facebook, comme on qualifie souvent les choses de Facebook là. Mais ici, je l'ai vécu en direct. Bon, l'histoire commence mercredi. Mercredi, apparemment, pendant la pause de 10 heures, les enfants sont sortis comme d'habitude en train de jouer dans la cour de récréation. Ils ont un jeu qu'on appelle le jeu police. C'est hier que moi aussi je découvre le nom de ce jeu. Jeu police, je ne sais pas si la faute que tu commets et puis ton camarade te gifle. C'est hier que je découvre tout ça. Donc, pendant dans le jeu, il y a les enfants de la classe du CE2 qui sont en train de jouer ensemble. Un groupe de petites filles. Pendant le jeu, donc, une a giflé sur sa camarade. Ce sont les enfants de tranche d'âge 7, 8, 9 ou 10 ans, dont la plus âgée a 10 ans. Celle-là a giflé sur sa camarade. Sa camarade a commencé à suffoquer. Ils ont ramené donc leur amie vers la maîtresse qui était de service. Elle a essayé de calmer un peu la petite. Jusque-là, l'enfant n'était pas très bien. Quand l'heure de retour arrive, donc la petite rentre chez elle. Ça nous attire même pas l'attention de grand monde. Et on s'est dit que comme après, peut-être c'est l'effet du soleil, après ça va passer. Quand on revient à l'école le lendemain, les enfants se mettent à parler. Comme nos tout petits, là, ils sont toujours en train de parler. Oh, madame, la petite qu'on a giflée hier, là, elle est en train de devenir folle. Elle parle seule, elle vise les cailloux aux gens. On a dit aux enfants, là, qui arrêtez un peu, c'est quoi, vous dites quoi comme ça, là? Ça ne se dit pas. Elle est devenue folle comment? Poussez là-bas, allez avec vos histoires, là. On a essayé de réprimander les enfants. Ils sont restés tranquilles, mais entre eux, là, les commentaires allaient de bon train. Ils faisaient que dire, donner la même version. Nous sommes en classe, donc on voit la petite qu'on a giflée arriver avec ses parents. Elle était accompagnée de son papa, sa maman, ses oncles. C'était peut-être un groupe de 5 personnes plus l'enfant. Ils arrivent donc, ils se dirigent vers le bureau du directeur. Ils expliquent le problème que depuis hier que leur petite fille est rentrée, ça ne va pas, ils ne comprennent rien. Donc l'enfant suffoque. L'enfant raconte des choses, elle dit qu'on la poursuit, que voilà ses camarades qui sont en train d'arriver, ils sont en noir avec un cercueil, ils essayent de la mettre dans le cercueil. Apparemment, même toute la nuit, elle n'a pas dormi. Les parents ont dû l'amener chez un prêtre ou un pasteur qui a essayé de prier sur elle et lui donner une huile qu'ils ont frottée sur l'enfant. C'est là qu'elle trouvait un peu de sommeil, mais à chaque moment, elle sursautait toujours.
Donc, elle a raconté la version là aux parents. Et pendant que les parents arrivaient à l'école là, elle avait déjà quand même cité le nom de tous ses camarades qu'elle voyait dans la nuit là. Dès qu'ils traversent le portail de l'école, la petite n'arrive plus à parler. Elle est muette. Subitement, elle devient muette. On pose la question, elle pointe seulement du doigt à ses camarades. On l'amène en classe. Qui t'a fait ça? Elle pointe le doigt sur la place d'une petite. Une petite là, oui. Celle qui l'a giflée. On appelle donc la petite au bureau du directeur. Le directeur a voulu un peu commencer par intimider l'enfant par la violence. On a dit non, ce genre de cas-ci là, il faut aller doucement. On prend donc la petite, elle est à genoux. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle ne veut pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme le directeur était un peu violent, une autre directrice est venue. Elle est allée plutôt dans le calme. On a appelé, on a pris le numéro, appelé la maman de la petite qu'on accuse. La maman est venue, c'est elle qui essaye donc de parler à son enfant. Qu'est-ce que tu as fait à la petite-ci? Quand l'enfant a commencé à parler, elle dit qu'elle a giflé sa camarade avec... non, c'est la petite même qu'on a giflé qui a dit à ses parents avant qu'on l'a giflé avec une bague. La bague est où? C'est moi seul qui vois la bague. Et elle t'a giflé comment? Et quand on l'a giflé, après ça l'a dosé à la poitrine. C'était comme si c'était une latte. Donc personne ne voit la latte. C'est elle seule qui voyait la latte là avec ses camarades. Là, on demande à la petite, tu as giflé pourquoi? Elle dit parce que je voulais... elle me dérangeait. Qui t'a envoyé faire ça? C'est grand-père. Et au fur et à mesure où on pose les questions, on se rend compte que la petite en question qui a giflé a déjà initié ses camarades de classe au nombre de 10 dans sa sorcellerie. Tu les as initiés comment? À travers le pain. Qu'est-ce que tu as mis dans le pain? Grand-père m'a donné une viande que j'ai chargée dans le pain. J'ai donné à mes camarades. Tu leur as donné pourquoi? Pour qu'ils me suivent. Comme ça, là, ils vont m'aider à tuer mon petit frère et ma mère. Quand l'autre petite veut parler, sa bouche est complètement fermée. Elle est devenue muette. C'était avec les gestes qu'elle parlait. Dans le bureau du directeur, elle pointe le doigt, le mur, elle pointe. C'est là qu'on a eu la présence d'esprit que peut-être on peut la ramener hors de la clôture. Dès qu'on traverse la clôture, on ressort avec l'enfant. Dès qu'on traverse la clôture, l'enfant recommence encore à parler. Elle raconte donc tout. Comment ceux-là sont dans le bureau du directeur là-bas à l'instant, ils l'empêchent de parler, ils sont au nombre de 4 avec un cercueil noir, même le grand-père de l'autre là est là. On a donc renvoyé l'affaire aujourd'hui à l'école. On a convoqué les parents des 10 autres enfants qu'elle a initiés puisqu'on ne pouvait pas parler avec les enfants là sans la présence de leurs parents. Aujourd'hui là, les parents donc sont arrivés, la maman de la concernée dont... Je vais dire, je ne sais pas si c'est un abus de l'appeler la sorcière en chef. Et une de ses tantes, elle s'est encore mise là. Elle a raconté tout ce qu'elle a fait. Je l'ai donné du pain. Grand-père a dit ceci. Et pendant qu'on parle, elle dit que grand-père là, il me menace que si je parle, il va me tuer, je vais mourir. Et parmi sa maman est venue avec une de ses sœurs. Sa sœur là, apparemment aussi est pasteur. C'est elle qui voyait. Elle dit non, parle, tu as fait comment? Elle relatait tout. Jusqu'à présent, mon corps, s'il a fait comme si... il n'en revient pas. Donc les choses qu'on dit souvent, le dehors est mauvais, là, c'est vraiment mauvais. Sa tante lui dit donc que tu fais ça pourquoi? C'est grand-père qui me dit de faire. Il te dit ça toi aussi tu parles et que s'il a dit que si je n'obéis pas, c'est moi qui va mourir. Et hier, quand on disait donc libère donc ta camarade pour qu'elle parle, elle a accepté. Elle s'est retournée. Elle tournait son doigt comme si elle tournait une bague. Nous, on ne voyait pas, mais elle disait qu'il y avait la bague sur son doigt. Quand elle a fini de tourner dans la bague sur son doigt, là, sa camarade a recommencé à parler. Mais ce matin, les parents de l'enfant reviennent et disent que l'enfant n'a pas dormi la nuit, que l'enfant ne faisait que dire que la voilà, elle est là. Ils sont deux, ils sont encore venus me chercher. Et effectivement, quand on demande à la petite, tu es encore partie là-bas, tu as dit que tu l'as libérée, non? Elle dit oui, je l'ai libérée. Mais pourquoi elle dit encore qu'elle te voit elle t'a vu la nuit? Elle dit que c'est grand-père est venu me dire dans les rêves que quand on rentre encore là-bas, la menacer. Tu es partie, oui. Tu as trouvé, elle faisait quoi? On a trouvé, elle dormait. Et qu'est-ce que tu lui as fait? On voulait seulement l'effrayer.
une de ses tantes disait, ok, tu as initié tes camarades. Elle dit oui, tu peux retirer ce que tu as mis sur chacun des enfants. Elle dit oui, je peux. Elle appelait donc ses camarades par ordre. Donc, c'est déjà un fief. Et maintenant, il y a un ordre hiérarchique. C'est elle, la sorcière en chef, et elle a les adjoints. Donc, elle les appelait par ordre hiérarchique. Elle retirait. Quand elle passait devant là, elle appelle le nom de l'enfant. Telle personne vient. L'enfant vient. Sa tante lui demande, tu as mis où? Et j'ai mis dans le ventre. Retire alors. Elle touche la partie du ventre. Elle fait comme si elle tirait quelque chose. Elle lance dans l'espace. Sa tante lui dit là-bas que, oh, comme tu lances là, dis que je lance dans un terrain, c'est quoi là, pourquoi ça n'attrape pas quelqu'un d'autre. Donc moi, j'étais là, si je pouvais fuir la salle de classe là, je devais seulement fuir parce que moi, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Elle l'a retiré un à un, jusqu'à elle a dit, j'ai tout retiré. Et pendant qu'elle retire comme ça, elle regarde derrière sa tante. Sa tante lui dit que tu regardes quoi? Grand-père est là, il est où? Il est derrière. Il dit quoi? Il a dit que tu n'interviens pas dans ses affaires. Sa tante lui dit que dis à ton grand-père là que lui-même il me connaît. Non, je ne parle pas avec les sorciers. Je veux le brûler avec le feu. Donc elle a fait comme ça, elle a retiré. Après elle a dit, c'est fini. Sa tante demandait donc aux parents des 10 enfants initiés là, de ne pas dormir. Dirigez-vous vers les pasteurs ou vers les prêtres pour qu'ils prient pour vos enfants. Parce qu'à l'étape-ci là, ce n'est pas une affaire de marabout ou quoi. Et la décision a été prise à l'école qu'on doit retirer l'enfant de l'école parce que on ne sait pas si elle va sortir de la sorcellerie là. Si peut-être elle a échappé, les autres ont échappé, Dieu a décidé de les exposer. On ne sait pas si elle va encore continuer à propager sa sorcellerie dans toute l'école. Donc l'histoire là me traumatise depuis hier parce que je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Juste pour attirer l'attention des unes et des autres. Prions pour nos enfants, vraiment. Parce que quand les enfants là sortent, on ne sait pas ce qui se passe. La petite qui a été giflée là, c'est justement, apparemment, sa maman, c'est une femme de prière. Donc, elles ont essayé là-bas, ça les a bousculés. C'est là où ils ont tous été, le cercle là a été dévoilé comme ça. Dans son cercle là, c'est 10, ils sont 10. Il y a 2 garçons et 8 filles, avec elle-même le commandant en chef. Donc, depuis hier là, c'est le problème de sorcellerie là. Ce qui fait que même les directeurs, les maîtres, chacun venait seulement demander, tu m'as aussi touché. Elle a dit non, elle a seulement fait ça avec ses camarades parce que son grand-père lui a demandé de recruter les gens qui vont l'aider à tuer son petit frère et sa maman. Donc, je voulais un peu partager ça toujours pour attirer notre attention que quand on écoute les histoires là, ce ne sont pas les montages. C'est vraiment la réalité. Donc, c'est un peu le résumé. C'est long et j'ai sauté beaucoup d'étapes parce que si je commence, le voice là peut avoir même 30 minutes. C'est juste une façon de nous sensibiliser. Un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Je vais encore te conter une autre histoire. Cette histoire-ci s'est passée en 2015. J'étais couché donc j'étais couché dans ma chambre. Je suivais la radio DMG. J'ai vu quelqu'un traverser le mur. Je dis, je ne suis pas endormi. Je dis, je vois quelqu'un traverser le mur. La personne entre dans la chambre. Maintenant, la personne n'a pas le corps humain. La personne, ce qui forme son corps, c'est une fumée noire. La personne est venue m'étrangler. Après, j'ai prononcé un nom que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quel nom j'avais prononcé. La personne a disparu. C'est comme ça, il commence à prier. DMG, en priant, un sommeil me prend. Quand le sommeil me prend, je me vois debout. En même temps, je me vois couché sur le matelas. Il dit que, ok, ça c'est quoi? Le même truc, la même personne a apparu. Je commençais à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'esprit là a soulevé la main comme ça là. Je suis allé doser mon corps au mur. Je suis entré dans mon corps. Sur le champ, je me suis réveillé. Je dis ça c'est quoi? D'ailleurs, je suis tombé aveugle. Je dis sur le champ, je suis tombé aveugle, je ne voyais plus. Je me lève comme je connais. Tu sais que quand tu es dans une maison, tu connais, même si les yeux sont fermés, tu connais où mettre le pied pour arriver dans telle place. Comme ça, il marche, j'arrive dans le salon de ma mère. Ma mère, tant qu'elle prépare la nourriture pour l'anniversaire de mon grand frère. Je dis à ma mère que maman, je suis aveugle, je ne vois plus. Elle me dit que tu ne vois pas que je suis en train de préparer la nourriture de ton grand frère. Je dis que la nourriture est plus importante que mes yeux en criant.
C'est comme ça que le premier garçon de chez nous sort. Il dit, tu cries, pourquoi comme ça là? Il dit que grand, je suis aveugle. Il dit que c'est à cause de ça que tu cries. Merde. J'ai dit que ça c'est quoi? J'ai repris mes pieds. J'ai tapé le mur comme ça là, marchant jusqu'à aller entrer dans la chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis mis en genoux, j'ai mis les mains sur mes yeux. DMG. La prière que je te dis que je fais souvent là, que Dieu écoute ma prière. C'est comme ça que mes yeux s'ouvrent. Je commence à voir, mais je ne pouvais plus regarder la lumière. Puisque quand je regardais la lumière, ça frappait mon cerveau, j'avais mal au nez. Mais avec le temps, mes yeux se sont ouverts. C'est comme ça qu'un sorcier de mon quartier vient me voir. Il me dit, tu as la chance que tu sais prier. Sinon, on t'aurait tué depuis, dans le pluriel. Ça veut dire qu'ils sont nombreux depuis des années pour me tuer. Donc, voilà encore une autre histoire. Donc, je vais t'envoyer plusieurs histoires. De temps en temps, quand tu vas publier dans ta page, tu sélectionnes, tu mets, parce que j'ai trop des histoires. Tu sélectionnes, tu mets. La prochaine fois, je vais te conter l'histoire de la maison que ma mère a construite. Donc, c'est juste pour dire aux gens que ne blaguez pas avec la prière. La prière a une très grande puissance. Quel qu'en soit où tu te trouves, quelle qu'en soit la situation où tu te trouves, prie. Si tu pries avec sincérité, je t'assure, Jésus-Christ est fidèle de te venir en aide. Donc voilà encore une autre histoire comme ça là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.